On t'a menti, pas seulement par ignorance, aussi par intérêt. L'Égypte antique, celle qui a marqué l'écriture, les mathématiques, la médecine, était une civilisation africaine, profondément africaine. Et pendant près de 2 siècles, on a tout fait pour le minimiser. Pourquoi? Parce que reconnaître ça, c'est admettre que les racines d'une partie de la civilisation plongent dans un continent qu'on a colonisé et humilié. Ce soir, on remet les choses à leur place, calmement, avec des faits et avec les nuances que la vérité mérite. Commençons par ce qui est indiscutable. L'Égypte est en Afrique géographiquement, depuis toujours. Mais il y a bien plus fort que la géographie. Au sud de l'Égypte, dans l'actuel Soudan, existait le royaume de Kush, une civilisation noire, puissante. Et vers 720 avant Jésus-Christ, les rois du Kush ont conquis l'Égypte. Ils sont devenus pharaons. C'est la 25e dynastie. Des pharaons noirs, documentés, gravés dans la pierre, pillés, Shabaka, Taharka. Le Louvre lui-même leur a consacré une grande exposition. Leurs statues sont à Londres, Berlin, New York, Khartoum. Ça, ce n'est pas une théorie, c'est de l'histoire reconnue par tous. Alors la vraie question n'est pas seulement est-ce que des pharaons étaient noirs? Certains l'étaient, c'est sûr. La vraie question c'est pourquoi on ne te l'a jamais appris à l'école? Il y a un proverbe wolof qui dit Ku ach du bëgg ku teen. Ça veut dire celui qui a caché quelque chose en hauteur n'aime pas celui qui lève la tête. Cheikh Anta Diop a levé la tête et beaucoup ne lui ont pas pardonné. Salut à vous tous, bienvenue sur Kunipo. Je suis Ibrahima Kamara. Ici, on parle d'histoire africaine, de conscience, de développement personnel et de tout ce qui peut nous aider pour une prise de conscience. Pas pour donner des leçons, mais pour creuser ensemble ce qu'on ne nous a pas raconté. Paris, 1946, la Sorbonne. Un jeune Sénégalais de 23 ans entre dans le temple du savoir occidental. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Il vient d'un village modeste du Sénégal, mais il arrive avec une curiosité sans frontières. Il étudie tout, la physique, la chimie, la philosophie, l'histoire. Et très vite, il remarque une chose troublante. Dans tous ses livres, l'Afrique n'existe presque pas. Ou alors, comme un décor, un arrière-plan sans histoire. On parle de la Grèce, de Rome, de l'Égypte, mais jamais comme si tout cela pouvait avoir des racines africaines. Alors Diop pose la question que personne n'ose poser. Et si une partie de cette source, c'était l'Afrique? Silence, sourire poli, regard condescendant. Mais lui ne cherche pas l'approbation. Il cherche la vérité. Et il va la chercher avec les seules armes qu'on ne peut pas lui retirer. La science, la rigueur, les preuves. Il y a des questions qu'on n'aime pas voir posées. Pas parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles dérangent. Si tu acceptes que l'Égypte est pleinement africaine, tu dois accepter que la Grèce lui doit peut-être quelque chose. Et si tu acceptes ça, une partie du récit de la supériorité occidentale se fragilise. Une seule question, une cascade de conséquences. C'est pour ça que pendant longtemps, on a préféré écarter Diop plutôt que de lui répondre. Diop ne cherche pas à plaire, il cherche à comprendre. Alors il travaille, il lit, il compare, il étudie les langues africaines et l'égyptien ancien. Et il trouve des correspondances troublantes. Par exemple, le mot Ka en égyptien ancien, la force vitale, le souffle de vie. Des idées proches existent dans plusieurs langues africaines. Pour Diop, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des pistes de continuité à étudier scientifiquement. Mais plus il avance, plus il dérange. On rejette sa thèse. On le qualifie de militant plutôt que de savant. Et c'est là qu'on comprend le vrai enjeu. Le débat n'est pas seulement académique, il est aussi politique. Sa réponse tient en une phrase. La véritable indépendance, c'est celle du savoir. Et ils décident de se battre avec leurs propres armes. La science, la rigueur, le vérifiable. Diop sait qu'il ne suffit pas de parler, il faut prouver. Alors il fait quelque chose de fort. Il rentre en Afrique. Et il fonde à Dakar un laboratoire africain de datation au carbone 14. Pourquoi c'est capital? Parce que jusque-là, c'est toujours l'autre qui datait les objets et écrivait l'histoire de l'Afrique. Diop veut que l'Afrique
puisse lire sa propre histoire avec ses propres outils. Il rassemble des arguments de plusieurs natures, des parentés linguistiques entre l'Égyptien ancien et des langues africaines, des correspondances culturelles et religieuses, et les témoignages d'auteurs anciens. Il publie Nation nègre et culture. Un livre qui fait l'effet d'une bombe. Pas parce qu'il serait un simple militant, mais parce qu'il est méthodique. Et ça, c'est plus difficile à écarter. On peut ignorer un homme en colère. C'est plus dur d'ignorer un chercheur qui pose des arguments. Et bientôt, il va devoir les défendre en public, devant les plus grands spécialistes du monde. Le rendez-vous est fixé. Le Caire, 1974. 1974, le Caire. L'UNESCO réunit les plus grands spécialistes mondiaux, égyptologues, linguistes, historiens, venus de 14 nations. Le sujet, le peuplement de l'Égypte ancienne. Et face à cette assemblée, la délégation africaine, c'est essentiellement deux hommes, Cheikh Anta Diop et le linguiste congolais Théophile Obenga. Deux hommes face au monde entier. Diop prend la parole, calme, posé, sans colère. Il déroule ses arguments, un par un, méthodiquement. Et maintenant, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on raconte souvent ce moment de façon exagérée des fois. Le travail de Diop et Obenga était si rigoureux que les experts n'ont pas pu l'ignorer. Le rapport officiel reconnaît leur contribution, en particulier la parenté culturelle et linguistique entre l'Égypte ancienne et le reste de l'Afrique. Plusieurs égyptologues européens l'ont admis. L'Égypte était africaine dans sa culture et sa manière de penser. Ça, c'est une victoire réelle, documentée. Mais soyons précis, les experts ne se sont pas mis d'accord sur tout, sur la couleur de peau et le peuplement exact. Le débat est resté ouvert. Certains parlaient d'une population noire, d'autres d'une population mixte. Diop n'a donc pas fait dire à la science. Les Égyptiens étaient tous noirs, point final. Ce qu'il a obtenu est peut-être plus important. Il a forcé le monde scientifique à reconnaître que l'Égypte appartient à l'histoire africaine et que la question méritait d'être prise au sérieux. Pour la première fois, des chercheurs africains ont fait jeu égal avec les plus grands sur leur terrain. Et il faut le dire, Diop n'a pas inventé tout ça seul. Poser une question, c'est le premier acte de toute science. Souviens-toi de ça. Galilée a osé questionner ce que tout le monde croyait. On l'a condamné. Darwin a osé questionner. On l'a ridiculisé et caricaturé. Diop a osé questionner. On l'a ignoré. Le point commun de ces trois hommes, ils n'ont rien fait d'autre, au départ, que poser une question interdite. Et c'est ça, le vrai début de toute science, de tout progrès. Dans ta vie aussi, oser questionner ce qu'on te présente comme évident, c'est déjà un acte de courage et d'intelligence. Déjà au 5e siècle, avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote décrivait certains Égyptiens comme ayant la peau sombre et les cheveux crépus. Ce n'est pas Diop qui l'a écrit, c'est un grec, il y a 2500 ans. Au 18e siècle, le savant français Volney observe le sphinx et note ses traits africains. Ce n'est pas un militant, c'est un Européen, avec ses propres yeux. Et après Diop, d'autres chercheurs ont exploré ces liens, comme l'historien britannique Martin Bernal avec Black Athena. Diop n'était pas un illuminé isolé. Il était à la pointe d'un questionnement qu'on a trop longtemps refusé d'écouter. Maintenant, pourquoi cette histoire compte pour toi? Le vrai exploit de Diop n'est pas seulement dans ses conclusions. Il est dans sa méthode. Il était seul, contesté, parfois moqué, face à des institutions puissantes et un siècle de certitude. Comment un homme, dans cette position, se fait-il respecter? Il n'a pas crié. Il ne s'est pas plaint. Il s'est préparé tellement bien que ses adversaires n'ont pas pu l'écarter. Et ça, c'est une leçon pour ta vie. Quand tu veux défendre une idée, un projet, ta valeur, la colère ne suffit pas. L'émotion non plus. Ce qui fait taire, ce qui te sous-estime, c'est la préparation, la maîtrise, la rigueur. Le monde ne respecte pas celui qui crie le plus fort. Il finit par respecter celui qui sait le mieux de quoi il parle. Quand on ne t'attend pas,
Quand on te sous-estime, ta meilleure arme, c'est d'être plus solide, mieux préparé. C'est comme ça qu'un homme seul fait réfléchir une salle pleine d'experts. Cheikh Anta Diop est mort en 1986. Aujourd'hui, la plus grande université du Sénégal porte son nom. Il disait un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Pas pour rester bloqué dans le passé, mais parce qu'on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Beaucoup de jeunes connaissent les pyramides comme décor de film, mais pas le nom de Taharka. Ce n'est pas leur faute. C'est le résultat d'un oubli organisé. Diop a allumé une lampe. D'autres l'ont portée. Maintenant, c'est ton tour. Pas pour répéter, pour creuser, questionner, vérifier par toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu savais déjà de tout ça et qu'est-ce qui t'a surpris. Le savoir est une arme, mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.